Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 2 mai. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les services municipaux de Capesterre paralysés par une grève des agents, le syndicat UTC-UGTG veut obliger le maire à revenir à la table des négociations. Après le tragique décès de l'un d'entre eux, les motards sensibilisent à leur spécificité sur la route. Les Bikers Girls étaient devant les élèves du lycée Gerville-Riache. La piste du stade de Bémao mise aux normes pour accueillir le meeting international, une piste désormais parmi les plus rapides du circuit. Le journal, Aurélie Ronge. Et on ouvre cette édition avec l'actualité sociale. Le syndicat UTC-UGTG appelé à la grève aujourd'hui au sein de la collectivité de Capesterre-Belle-Eau. Au cœur des revendications, les carrières de plusieurs agents communaux. Même mouvement également aujourd'hui devant la caisse des écoles de Bémao. Anne-Elisabeth Artsen était sur place ce matin. Deux lieux, une même cause. Les agents des municipalités de Capesterre-Belle-Eau et de Bémao sont mobilisés dans leurs villes respectives concernant l'avenir de certains agents des caisses des écoles. À Capesterre-Belle-Eau, il s'agit d'agents à temps non complet. Donc nous avons un cas de revendication qui est 13 points à et dans les 13 points nous croyons que malheureusement mais là dans tous ces contrats là fait nous pas jamais à sortir en accord sérieux et aujourd'hui là il proposait à ce que nous compter le 10 mai et nous dit que le 10 mai est trop loin nous demandons à ce qu'effectivement qu'il vienne vers nous avec des éléments concrets qui permettent de nous discuter. Directrice générale des services a dit nous comme ça qu'à travers des propositions réunies, des propositions sérieuses, mesdames, nous dit que nous prenons pour les propositions, mais il faut effectivement avancer date pour nous savoir contrer. Donc nous avons appelé que les services, ensemble des services fermés, l'école, les caisses des écoles, services techniques, la mairie, la police, tout fermé, parce qu'il faut effectivement que ça dans les configurations qu'elle est bien réglée, et ça dans les configurations que nous régler pour la commune Capesterre. Et à Bémao, les revendications concernent des agents qui ont réussi leur concours de rédacteur. Il n'y a pas nommé effectivement parti et il n'y a pas nommé restaurant. Donc nous demandons effectivement nomination à l'ensemble des agents qui réussissent le concours. Il faut savoir que c'est des agents qui gèrent en fonction, qui ont exercé fonction à rédacteur. Hein, donc c'est juste pour nous en régularisation. Et moi les mains, et quasi nous que non, il n'y a pas ni poste, il n'y a pas ni besoin. Et que faut ces agents-là chercher en nomination dans notre collectivité. Alors là, il faut savoir que nous ne sommes pas d'accord du tout à ça. Et c'est pour ça que bon matin là, nous là. Et nous attendons. Les agents de Capesterre-Belle-Eau souhaitent donc avancer la date de reprise des négociations et ceux de Bémao attendent une avancée au conflit. Malgré nos sollicitations, la mairie de Capesterre n'a pas souhaité s'exprimer, mais confirme la date du 10 mai pour une nouvelle rencontre avec les grévistes. En ce début de mois, les changements sont multiples. On va commencer avec la fin du roaming dans les Outre-mer, comprenez la fin des surcoûts opérés par les opérateurs mobiles entre les départements d'Outre-mer et l'Hexagone. Le sénateur Hervé Marseille a finalement retiré ses amendements visant à différer la fin de ces frais. Un moment attendu depuis de nombreux mois par les ultramarins, comme a pu le constater Marion Bordier. Les surcoûts de l'itinérance sur les appels, SMS et MMS entre les Antilles et l'Europe, supprimés. C'est la bonne nouvelle annoncée par Orange Caraïbes et Digicel le 30 mars dernier et qui vient d'entrer en vigueur. De quoi ravir les usagers. Lorsque vous allez prendre l'avion, que vous allez arriver à Paris, eh bien vous n'aurez plus de communication payante lorsqu'on va vous appeler. Lorsque vous allez téléphoner depuis Paris avec votre abonnement Orange Caraïbes vers la métropole ou vers l'Europe, vous allez payer une communication locale comme si vous étiez à Pointe-à-Pitre. Lorsque vous allez téléphoner depuis Paris et que vous allez appeler la Guadeloupe, eh bien vous allez continuer à payer une communication locale comme si vous étiez donc en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Les appels reçus sont désormais gratuits partout en Europe, Outre-mer et Hexagone inclus. Quant au prix des connexions Internet mobiles, il a été divisé par 4, passant de 22 centimes TTC à 6 centimes TTC aux Antilles. Et il pourrait encore diminuer dans les prochains mois. Plus besoin de désactiver l'itinérance et les données mobiles, afin d'éviter les factures exorbitantes donc.
trouve ça un peu trop cher pour nous, le fait de partir à Paris et d'utiliser notre téléphone parce que bon voilà, le roaming ça nous coûtait trop cher. D'autre part aussi, des fois pour payer à ça, on était obligé de prendre une puce encore là-bas, ça nous coûtait des frais encore. Et même arriver dans d'autres pays comme le Luxembourg, Belgique, tout ça, on est surtaxé encore. Un jour, moi j'étais sur Paris, au Luxembourg, et puis j'ai dû répondre à un appel qui sortait de la métropole. Je ne suis même pas resté environ 4 minutes sur mon téléphone et j'ai eu un dépassement de 134 €. Une mesure qui s'est fait attendre par la population. C'est une très bonne chose, d'autant plus que beaucoup de personnes ici ont de la famille ou des amis qui sont à l'étranger parce qu'on est rattaché à la métropole, donc c'est complètement insensé de payer plus cher pour appeler nos proches dont on dépend finalement. Cette révolution est le fruit de l'application progressive d'une législation européenne datant de 2008. La date butoir, le 30 avril dernier. Concernant l'ensemble du territoire européen, ce n'est qu'en 2017 que les suppléments tarifaires liés au roaming devraient complètement disparaître. La Commission européenne avait entamé de demander à l'ensemble des opérateurs européens, donc Orange Caraïbes fait partie, eh bien de diminuer progressivement le coût, ce qu'on appelle les coûts d'itinérance, qu'on appelle plus vulgairement le roaming. Si les clients sont favorables à la fin du roaming, certains sénateurs s'inquiètent de l'incidence sur le marché concurrentiel des communications en Outre-mer et en métropole. Du changement aussi si vous devez passer votre code de la route. Depuis aujourd'hui, l'examen se modifie avec notamment plus de questions. De 638, on passe à 1000 questions réparties en 10 nouveaux thèmes, les gestes de premier secours ou encore le fonctionnement d'une boîte automatique. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Après 18 ans de bons et loyaux services, l'examen du code de la route se modernise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance avec la technologie, il y a belle lurette qu'on aurait dû mettre ça. Depuis Mathusalem, nous étions avec les diapos. À certains moments, faire un code de la route avec des photos statiques, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, on va passer avec le DVD, ça sera une image vivante. Ça sera comme la télévision, et puis ça va s'arrêter, on verra partir les voitures, après la voiture va s'arrêter, et à partir de ce moment-là, on va poser une question, si vous pouvez passer, si vous ne pouvez pas passer, si vous pouvez dépasser, et ainsi de suite. Je trouve que c'est une bonne chose. Lorsqu'on parle de plus cher, c'est pour les enseignants. Pour les entreprises d'auto-école, bon, effectivement, il y a un investissement assez lourd à faire. Pour sortir de diapo, pour passer en DVD, c'est un investissement à faire. Mais à partir du moment que ça arrange, c'est pour la technologie, ça arrange aussi, ça va arranger les candidats, parce que c'est plus vivant. 10 nouveaux thèmes seront ainsi intégrés au code de la route, dont l'introduction des gestes de premier secours. Un thème particulièrement important pour notre département. Tout à fait, parce que surtout en Guadeloupe, nous sommes un département où nous avons beaucoup d'accidents. Bien, ça serait bien d'apprendre aux futurs conducteurs comment alerter d'abord, avertir les premiers secours, ça peut sauver des vies. Comment tenir, il y en a ceux qui vont peut-être faire de la formation de premier secours pour savoir comment tenir un blessé, et ça va arranger les choses. On y voit le conducteur avec la vision, temps de réaction, distance de sécurité, défense du conducteur. Ensuite, on va passer sur la route avec nuit et intempéries. On ne va pas parler d'autoroute parce qu'on n'a pas ça ici. Les autres usagers avec le partage de la route, c'est toujours la même chose. Les notions, par contre, ça change avec les notions diverses, avec documents administratifs, chargement et passagers en infraction. Bon, s'installer au poste de conduite, ça existait déjà. Un petit peu de mécanique avec la mécanique et les équipements, c'est-à-dire l'entretien et le dépannage. La sécurité du passager avec l'installation des passagers et des nouveaux équipements, avec les ceintures de sécurité à l'arrière. Et l'environnement, qu'ils y tiennent beaucoup avec les verts. Et l'écomobilité avec les handicapés et bien entendu l'éco-conduite pour consommer un peu plus moins de carburant. C'est en 1972 que les diapositives ont fait leur apparition dans les auto-écoles. Une réforme du permis de conduire qui s'adapte donc à la nouvelle génération. Notez également qu'à partir du 1er juin, des entreprises privées surveilleront le code dans de nouveaux centres d'examen. On va rester sur la route. Il y a une semaine aux Abîmes, un jeune motard perdait la vie fauché par un véhicule. La sécurité en 2 roues, il en était d'ailleurs question ce matin au lycée Gerville-Réache de Basse-Terre. À l'appel d'une lycéenne, l'association Biker Girls 971 a échangé avec les élèves et a rappelé les conseils de prudence devant la caméra d'Éric Pommier. Anaïs est en terminale STMG au lycée Gerville-Réache à Basse-Terre, avec dans le cadre de son cursus scolaire un projet individuel qu'elle doit présenter en fin d'année pour le baccalauréat. Son projet représente près de 20% de points dans la note finale. Passionnée de moto, c'est tout naturellement qu'elle a orienté son choix vers un thème d'actualité, la sensibilisation à la sécurité routière, option 2 roues.
Il y a beaucoup de jeunes qui font un peu du n'importe quoi avec les deux roues. Et je pense que c'est assez important de les sensibiliser sur ça parce qu'on a déjà assez de morts sur la route et que c'est très important pour nous. Donc voilà. C'est toujours une satisfaction pour nous en tant qu'éducateurs de voir des élèves qui s'engagent dans des projets qui demandent une grosse logistique, qui demandent aussi d'avoir des contacts, qui demandent d'être autonomes dans la conduite du projet. Et donc pour nous, c'est une grande satisfaction, d'autant plus que c'est une question cruciale, essentielle, la sécurité routière. 6 mois de travail ont été nécessaires pour mettre à terme un tel projet. Cerise sur le gâteau, la lycéenne a obtenu le soutien de l'association Biker Girls 971. Objectif, donner du crédit à son opération. Au programme, échange des élèves avec les motards de l'association et puis quelques démonstrations pour donner quelques décibels à la manifestation. Laura est monitrice moto-école. Elle rappelle en effet les joies du deux roues mais a tenu à prévenir toute cette jeunesse que la moto se pilote avant tout avec prudence. C'est vrai que c'est loisir, c'est attrayant, c'est ce qui est un peu à la mode, le fait d'être à deux roues. Mais on n'oublie pas qu'on n'a pas de carrosserie, donc c'est notre corps la carrosserie. Il faut faire attention, déjà, rien que notre comportement sur la moto, mais aussi aux automobilistes. Il faut qu'ils apprennent à conduire avec la moto, donc tout le temps être à la crue, regarder, faire très attention. Allez-y, continuez, si c'est votre passion, allez-y. Effectivement, il faut être prudent vu tout ce qui se passe en ce moment et l'actualité nous le prouve, mais allez-y, parce que quand on aime, voilà, on y va et puis on n'a qu'une vie. Anaïs est conquise et fière de son opération. Les élèves ont apprécié les quelques conseils prodigués par ces motards avertis. L'opération de la jeune lycéenne Anaïs est tombée à point nommé. Il y a une semaine, le motard Cédric Malespine perdait la vie sur son deux roues, fauché par un véhicule. On reste à Basse-Terre avec l'espace régional Europe, inauguré aujourd'hui dans le cadre de l'édition 2016 du Joli Mois de l'Europe. Durant tout le mois de mai, la Guadeloupe fête l'Europe. Objectif, montrer l'implication de l'Union européenne sur notre territoire à partir d'une série d'événements tout publics à vocation ludique et pédagogique. Au programme des spectacles, des expositions, portes ouvertes, ateliers, concours photos ou encore conférences. L'occasion aussi durant ce mois d'implanter un guichet unique où tous les porteurs de projets pourront rencontrer des collaborateurs. Les précisions tout de suite de Guy Losbar, c'est le premier vice-président du Conseil régional. Il est interrogé par Éric Pommier. Ce que nous voulons montrer, c'est ce dynamisme au niveau du Fonds européen, puisque au-delà de la cellule patrimoniale, il va y avoir également la direction des affaires européennes et la direction de la coopération. Et aujourd'hui, nous lançons le mois de l'Europe, où il y aura une quarantaine de manifestations, de manière à ce que les Guadeloupéens puissent mieux s'imprégner du dispositif européen. Car trop souvent, les acteurs économiques, entreprises, même des collectivités, voire des associations, baissent les bras, ils disent que c'est complexe. Or, nous, ce que nous voulons, c'est déjà faciliter, simplifier les choses, mais surtout mettre en place des outils pour pouvoir les accompagner jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif en termes de contribution financière, dans le cadre des différents projets. Un guichet unique géré conjointement par le Conseil régional et le Conseil départemental, comme l'explique Jacques Anselme, premier vice-président du Conseil départemental. Il s'agit donc de faire en sorte que les réponses sur les problématiques qui sont ceux de la Guadeloupe puissent trouver donc un aboutissement, un accompagnement des fonds européens. Alors je rappelle justement que ces fonds européens interviennent que ce soit dans le domaine social, mais sur l'amélioration de nos infrastructures, sur par exemple les confortements parasitisme dans les collèges, pour les ports, les routes, les barrages, etc. Donc très souvent, nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés de la présence et de la manifestation de ces fonds européens à travers leur quotidien. Et donc aujourd'hui, notre volonté à travers cette inauguration de ce mois de l'Europe, c'est justement de faire en sorte que la population guadeloupéenne s'approprie justement de cette connaissance à la fois de l'Europe, mais aussi de l'action de l'Europe. Des propos recueillis par Éric Pommier. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Vous découvrirez dans quelques minutes la magnifique villa de Donald Trump à Saint-Martin. En Jamaïque, la police maritime, de son côté, vient de saisir 300 kilos de marijuana qui devait se rendre en Haïti. Mais tout de suite, direction le Venezuela. Voici l'actualité Caraïbe. Après avoir collecté 2,5 millions de signatures en 2 jours, plus de 10 fois le minimum requis,
la coalition de l'opposition a encore un long parcours semé d'obstacles avant d'obtenir la révocation du président Nicolás Maduro. Le Conseil national électoral, CNE, doit vérifier l'ensemble des signatures et définir ensuite les 200 lieux où les signataires devront valider leur choix en apposant leur empreinte digitale. La prochaine étape sera de réunir en 3 jours 20% de l'électorat, soit près de 4 millions de personnes qui devront signer et enregistrer leur empreinte pour activer le référendum. Si cette deuxième phase est franchie, le CNE fixera la date du référendum révocatoire, qui serait le deuxième organisé dans l'histoire du Venezuela, après celui contre l'ex-président, le défunt Hugo Chavez, qui fut un échec en 2004. Mais ces dates risquent de ne pas être respectées en raison des récessions en électricité qui freinent drastiquement le processus de vérification. D'ores et déjà, Nicolás Maduro a prévenu que la Constitution l'autorise à suspendre des événements de caractère électoral en situation d'urgence économique, celle qu'il a justement instaurée en janvier dernier, malgré les protestations du Parlement. La police maritime de la Jamaïque a saisi 300 kg de marijuana en mer et aurait arrêté 3 hommes et une femme. La drogue a été trouvée dans des sacs en plastique dans la mer près de Pelican Cay, à l'extrémité orientale de la Jamaïque. Les gardes-côtiers ont également trouvé des médicaments et des petits conteneurs contenant des combustibles. Selon les informations délivrées par la police, l'ensemble des paquets lâchés en mer auraient dû être récupérés par un bateau pour Haïti dans le cadre d'un échange d'armes pour de la drogue et des médicaments entre bandes de ces deux pays. La police se réjouit de cette opération qui représente un coup de force porté contre le trafic de drogue et d'armes à feu entre la Jamaïque et Haïti. Les individus arrêtés sont toujours détenus en Jamaïque en attendant d'être interrogés avec leurs avocats. Pour rappel, la Jamaïque est le plus grand producteur de marijuana dans les Caraïbes. D'accord ou pas avec ces idées, il faut au moins reconnaître que la villa de Donald Trump à Saint-Martin est l'une des plus belles de l'île. Situé à Plum Bay, le château des Palmiers est un vaste complexe comprenant 2 villas de 9 chambres, 10 salles de bain et un tronçon spectaculaire de plage. Elle comprend également une piscine juste à côté de la plage, un gazebo en bord de mer, un centre de remise en forme, un court de tennis et une vaste cuisine dotée d'un chef à domicile, le tout bâti sur une propriété de 5 acres. Bien sûr, la villa est disponible à la location pour un tarif de base de 42 000 $ la semaine en basse saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet dédié à la villa, vous serez accueilli par un mot d'accueil de Donald Trump lui-même. Allez, retour en Guadeloupe, on va parler de sport. Notre département accueillera le 12 mai prochain le meeting international d'athlétisme. Il se déroulera au stade du Chêne Fiesque de Bémao. 100 mètres de piste ont donc été refaites et ont été homologuées aujourd'hui. Il s'agit d'ailleurs du même revêtement que pour les JO de Rio. Les travaux ont duré 3 mois pour un coût de 200 000 €. Les précisions de Johan Charpentier-Titi. Une piste de qualité pour des performances dignes de ce nom. Voilà l'objectif du changement de revêtement d'une partie de la piste d'athlétisme du stade de Bémao. C'est une manière pour nous de nous dire qu'avec les grosses pointures que nous allons recevoir, ils se doivent de courir des 100 mètres sur une piste de qualité et donc de pouvoir véritablement éprouver les vraies sensations qu'un sportif se doit d'éprouver. Pour l'entreprise chargée des travaux, il s'agissait de remplacer une piste vieille de 10 ans. C'est un revêtement rapide, nous avaient demandé les techniciens de la ville de Bémao. Vous avez donc un support Mondo qui détient 97% des records internationaux. Outre les 100 mètres déjà réalisés, le reste de la piste d'athlétisme sera changé ultérieurement, mais aura vocation à accueillir en priorité les compétitions. Concernant cette piste, on est plus sur une logique effectivement de la maintenir pour la compétition et un peu moins d'utilisation scolaire et associative. Et maintenant, effectivement, nous ne pouvons pas ignorer les besoins des associations, donc il va falloir effectivement trouver un bon compromis. La nouvelle piste n'étant pas réalisée, donc on devra quand même leur permettre effectivement d'utiliser ce support-là, mais nous travaillons déjà pour qu'à très court terme, on ait un autre espace d'utilisation pour les entraînements et puis pour les scolaires. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre les performances, avec ce revêtement similaire à celui de Rio pour les Jeux Olympiques.
Après le sport, on va parler de culture. Présentation ce soir de cette exposition visible jusqu'au 8 mai à la Pointe des Châteaux à Saint-François. Son nom, Dabo Pouillonne. À découvrir une quarantaine de tableaux faisant référence à l'esclavage ou encore à la nature. L'artiste Zach a été peintre en bâtiment pendant de nombreuses années. Une expérience que l'on retrouve d'ailleurs dans ses œuvres. Marion Bordier. 40 tableaux au couteau, à la peinture, mais aussi à l'huile, trônent sur les murs de Lily Gallery. Ils sont le fruit du travail de l'artiste plasticien Zach, un travail de passionné qui a pris forme entre 2007 et 2016 pour finalement être exposé. Une première qui a fait baptiser l'exposition Dabo Pouillonne. On y a quand même quelques pièces pour abolition de l'esclavage. C'est là, oui, on y a but, on y a thème, ni on butin, ni on revendication. Voilà, il y a dans ce sens-là ça. On y a quelques-uns comme ça. Autrement, les autres, c'est scènes de vie, c'est mélange des butins des fois qui paraissent absurdes ou des positions ou des butins qui sont mélangés. Emblématique de sa créativité multitechnique et multi-représentation, cette œuvre réalisée au couteau sur plusieurs mois. Là, vous regardez, au cas où faucon là, il y avait kakembe boule là, il y avait coincé là, donc au cas où ni coincé là derrière, donc net c'est l'Égypte. Marchand là qui a là, que ça soit en Afrique, en Haïti ou dans les pays anègres, la diaspora, nous capoter chargeant les têtes. Là, vous regardez tête à faucon, là, bonnet à madame là, donc quand on a envie de faire un lionnage pour qu'avoir madame là capoter, c'est bien qui est usuel et qui est habituel à Kazan nous. Et à côté, ou qu'avoir tambouillé, ou qu'avoir à pas pour dire qu'il raconte une histoire. Un travail de longue haleine donc, qui oscille entre technique artistique et ouvrière, avec une base souvent faite d'enduit. Cette particularité est le fruit de sa formation initiale de peintre en décor, mais aussi de son travail de peintre en bâtiment qu'il a exercé pendant 25 ans. En peintre bâtiment, ni c'est appelé peintre bâtiment moins, donc on savent enduit, donc on savent manier l'enduit en moins. Donc on commençait presque tous ces grands là, on commençait comme ça. Et ensuite, comme on a des couteaux à peindre, donc on dit pourquoi pas continuer pour ces bitins là et voir quand capable de faire à partir d'un couteau, puisqu'un couteau pour un pinceau, ça particulier. C'est jusqu'au 8 mai prochain que les amateurs d'art pourront toucher avec les yeux ces quelques échantillons du talent de Zach. Avant de se quitter, le temps qu'il fera demain dans notre région, au programme de la grisaille qui laissera tout de même passer quelques éclaircies, mais qui donnera aussi lieu à quelques averses. Les températures seront comprises dans la matinée entre 26 et 28 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre émission hebdomadaire Controverse présentée par Jean-Luc Icard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre édition locale et régionale. L'information d'ailleurs qui continue sur notre site internet www.alizé.com. Excellente soirée sur Alizé.